Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays de l'Afrique à vocation agricole, caresse le rêve de se doter d'une bourse des matières premières agricoles. Mais une bourse des matières premières agricoles, qu'est-ce que c'est? Quel est son fonctionnement? Et quelles sont les opportunités et les menaces de ce système de financement de l'agriculture? Nous en parlons dans ce numéro de Défi du moment. Bonsoir. Secteur agricole, les enjeux d'une bourse des matières premières en Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans ce numéro de Défi du moment et nous recevons sur le plateau le professeur Issouf Soumaré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Laval au Canada, président fondateur de l'Institut Soumaré, c'est ici à Abidjan, et de l'Institut Soumaré de la Finance. C'est bien cela? C'est bien cela, oui. Vous êtes également auteur du livre Commodity Exchanges, Concepts, Tools and Guidelines en français, Bourse des matières premières, concepts, outils et lignes directrices, publié par la maison d'édition britannique Edward Elgar. C'est bien cela, professeur? C'est bien cela. C'est bien cela. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le sujet, c'est un rêve, comme je le disais tantôt, de la Côte d'Ivoire, un pays à vocation agricole. Le pays ambitionne de se doter d'une bourse de matières premières agricoles. Mais une bourse de matières premières agricoles, qu'est-ce que c'est? Bon, d'abord, je réitère encore mes remerciements en fait, là, pour l'invitation et puis l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir parler à vos différents téléspectateurs. D'abord, une bourse des matières premières agricoles, il faut comprendre que c'est un marché organisé. Je fais le parallèle tout de suite avec, par exemple, la bourse régionale des valeurs mobilières que nous avons ici même à Abidjan, qui est la bourse en fait là des 8 pays de l'UEMOA. Bon, une bourse des valeurs mobilières en fait, puisque les gens sont beaucoup plus familiers à ça, c'est comme le nom l'indique, une bourse des valeurs mobilières. Donc c'est une bourse sur laquelle vous pouvez transiger en fait là des titres de créance ou encore des titres en fait là des actions, des titres de propriété. Et donc ce qui se passe principalement, c'est que en fait là ceux qui veulent emprunter par exemple là sur des marchés comme l'État du Côte d'Ivoire, mais peut émettre des obligations qui vont être achetées par exemple par des citoyens. Donc c'est vraiment un endroit où il y a un vendeur et un acheteur des valeurs mobilières. Ça, c'est au niveau de la bourse des valeurs mobilières. C'est la même chose si on fait le parallèle avec une bourse des matières premières. Sauf que là, la marchandise qui fait l'objet d'échanges, c'est plutôt maintenant des matières premières. Donc, si on parle de bourse des matières premières agricoles, par exemple, ce sera des produits agricoles qui vont être transigés. Donc, le vendeur des produits agricoles va venir sur ce marché, met en vente, en fait, là, sa production. Et vous avez un acheteur qui vient aussi sur le marché et il y a une confrontation en fait là des deux autres. Et donc en fait là le vendeur va pouvoir vendre et l'acheteur va pouvoir acheter. Voilà. Mais tout ceci se fait en fait là avec une coupole en fait là de régulation. Donc c'est un marché, oui, mais un marché qui est vraiment régulé. Donc il y a un mécanisme de régulation, donc il y a un organisme de régulation qui s'assure en fait qu'il y a la transparence sur le marché et qui s'assure aussi que tous les acteurs sont traités de façon équitable sur le marché. Alors, une telle bourse, quelle solution cela peut apporter à une économie comme celle de la Côte d'Ivoire? Mais je pense que ça peut apporter énormément parce que bon, je vous apprends rien. Il y a toujours l'idée en fait là de savoir est-ce que les producteurs gagnent le juste prix pour leur production. Et d'ailleurs, on sait que l'agriculture c'est un des piliers de nos économies. Mais ça fait des années et des années encore que ces producteurs, là, on le dit en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs efforts pour que ces producteurs puissent gagner vraiment en fait là les revenus à la juste valeur de leurs efforts. Et donc, une bourse des valeurs mobilières, je pense qu'un des avantages que ça apporte, c'est que ça apporte la transparence sur le marché. Et ça apporte une transparence au niveau de la fixation des prix. Et ça donne aussi beaucoup aussi de levier aussi aux producteurs par rapport à la commercialisation de leur production. Et aussi, ça donne aussi du levier aussi aux acheteurs qui sont peut-être les transformateurs, par exemple. D'ailleurs, dans la presse récemment, je sais qu'il y a par exemple là, des transformateurs, par exemple, locaux ici, puisque la Côte d'Ivoire a vu, par exemple, développer, par exemple, là, la transformation locale de la noix de cajou. Et je sais qu'il y a ces petits transformateurs, par exemple, qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à la matière d'œuvre pour pouvoir faire la transformation. Mais vous voyez, ici, on a une bourse des matières premières agricoles, comme il y a une transparence. Les quantités sont disponibles, les prix
vont être déterminés par l'offre et la demande, mais il y a la transparence au niveau de la fixation des prix, il y a la transparence au niveau des quantités aussi. Donc ces petits joueurs, en fait, là que j'appelle les petits joueurs, mais vont pouvoir avoir la même chance que les gros joueurs aussi de pouvoir accéder au marché et de pouvoir accéder aux quantités éventuellement, en fait, là qu'ils veulent. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a tout un écosystème autour de l'agriculture. On a l'appui au secteur, l'appui aux paysans, on a la recherche, on a le FIRCA qui s'intéresse au financement, on a les banques et on a même des sémenciers qui sont en train de s'organiser pour entrer dans tout cet écosystème-là. Alors, quelle pourrait être la place d'une bourse de matières premières agricoles dans tout cet écosystème agricole ivoirien? Mais écoutez, tous les acteurs qui sont là ont leur place parce que, comme je le dis, en fait, là, la bourse des matières premières, c'est de permettre la commercialisation. Donc, de permettre vraiment à l'acheteur ou au vendeur, en fait, là, d'avoir une certaine confrontation pour que la transaction se fasse. Mais bien avant, le producteur, avant d'arriver même, en fait, là, avec la production, vous avez parlé des sémenciers, on a besoin de semences, en fait, dans la production. On a besoin de la recherche qui accompagne, en fait, là, ces différentes productions pour toujours continuer à améliorer, en fait, là, la productivité de nos terres. Donc, ces acteurs-là sont très importants. On a d'autres acteurs aussi qui assurent présentement aussi une certaine forme de régulation aussi du système. On a besoin de tous ces acteurs pour mieux accompagner les producteurs. Parce que vous savez, en fait, là, pour le producteur, même en tant que tel, si on a une bourse des matières premières, un des avantages, si les producteurs sont capables de s'organiser en coopérative pour avoir un certain volume, en fait, envoyé à la bourse, ça va être beaucoup bénéfique. Donc, tous ces acteurs qui sont là, qui permettent vraiment au secteur agricole de mieux s'organiser, mais sont tous les bienvenus et ils pourront encore mieux jouer encore leur rôle. Parce qu'avec une bourse, vont permettre encore de sensibiliser encore plus les producteurs pour qu'ils s'organisent mieux, pour que la qualité aussi, en fait, là, des productions qui vont venir à la bourse, parce qu'il ne faudrait pas oublier que au niveau de la bourse, il y a un certain nombre de qualités qui vont être spécifiées. Donc, l'acheteur qui vient, la bourse dit, bon, vous pouvez acheter, par exemple, la noix de cajou de grade, par exemple, 1. Et donc, quand l'acheteur vient et qu'il s'engage à acheter la noix de cajou de grade 1, il faudra que de l'autre côté, on lui livre, en fait, là, la noix de cajou de grade 1. Et donc, cette qualité-là, mais il faudrait qu'elle soit garantie quelque part. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand vous regardez aussi le système, en fait, là, de bourse des matières premières agricoles, par exemple, à la différence des bourses des valeurs mobilières, il y a le système d'entreposage qui est un élément capital. D'abord, je vais prendre un peu de temps pour expliquer à vos téléspectateurs comment ça se passe. Allons-y. Ouais. Allons-y. Bon, d'abord, comment ça se passe? Le producteur, en fait, qui a produit dans sa plantation, dans sa production, et veut vendre sa production. Donc, le producteur, d'abord, doit prendre sa production et l'amener, en fait, là, dans un entrepôt qui va être agréé dans le système de la bourse. Donc, déjà, il y a un système d'entreposage avec les entrepôts qui doivent être agréés. Agréés par rapport à un certain nombre de cahiers de charges. Et donc, ces cahiers de charges vont spécifier les différentes, les normes, en fait, là, d'inspection, les normes de qualité. Donc, il devrait avoir vraiment tous ces éléments-là doivent être satisfaits dans les entrepôts. Donc, quand le producteur vient avec sa marchandise dans l'entrepôt, il y a le pesage, il y a le contrôle de la qualité, tous ces éléments-là sont regardés. Donc, on regarde est-ce que ça respecte les différentes spécifications qui sont spécifiées dans le contrat, donc la qualité, est-ce que les poids sont les bons. Donc, quand tous ces éléments ont été vérifiés, et maintenant, l'entrepôt va délivrer au producteur un récépissé d'entreposage. OK. Voilà. Et maintenant, c'est ce récépissé d'entreposage, tout comme le titre de propriété à la bourse, que le producteur peut prendre, maintenant venir à la bourse, vouloir vendre en fait là ce récépissé. Donc le producteur peut venir avec ce récépissé d'entreposage et dire bon, moi j'ai telle quantité de noix de cajou par exemple stockée dans l'entrepôt, voilà la preuve que je l'ai, voilà le titre foncier de cela, je vais vendre par exemple, peut décider de vendre tout ou peut décider de vendre une certaine quantité. Donc quand le producteur vient à la bourse avec ce récépissé, maintenant la bourse décide d'afficher la quantité, la qualité que le producteur veut vendre et aussi le prix éventuellement. Donc, et vous avez un acheteur de l'autre côté, mais qui lui aussi voudrait acheter la noix de cajou éventuellement une certaine qualité, une certaine quantité de noix de cajou à un certain prix. Et donc, on regarde en fait là, cette confrontation des offres d'achat et des autres demandes d'achat et de vente vont se faire et à un moment donné, une fois qu'il y a un matching, mais la transaction est faite. Ok, d'accord. Alors donc, je vois que le papier, le sésame de cette bourse, c'est le récépissé d'entreposage. Donc, quand le producteur a ce récépissé, il va à la bourse, il peut vendre comme il veut et c'est une garantie pour l'acheteur.
Absolument, c'est une garantie pour l'acheteur. Et c'est pour cela en fait là que la bourse des matières premières, c'est pour ça que j'ai parlé de transparence et puis aussi d'équité aussi. Parce que la bourse garantit en fait à l'acheteur que le contrat que vous voyez en fait là, donc si on veut vous vendre telle quantité en fait là de noix de cajou, telle quantité qu'on veut vous vendre, mais si vous l'achetez, la bourse se porte garante en fait là de pouvoir livrer cette quantité et cette qualité à l'acheteur. La même chose aussi, l'acheteur et le vendeur qui veut vendre sa noix de cajou avec la qualité et la quantité qui est spécifiée, mais la bourse aussi garantit que le paiement lui sera fait automatiquement. Donc vraiment, la bourse devient un peu comme l'acheteur et le vendeur de toutes les parties ici. C'est ça, un peu indirectement dans la transaction. Donc ça assure beaucoup plus de sécurité dans les transactions. Voilà. Exactement comme une bourse des valeurs mobilières fonctionne présentement. Okay. Merci. Professeur, je rappelle que vous êtes aussi expert des marchés financiers. Alors, dans le processus d'opérationnalisation d'une telle bourse, quelles sont les étapes critiques que vous pourrez conseiller à la Côte d'Ivoire? En tout cas, merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment en fait l'essence même du livre. Donc, la raison pour laquelle, en fait, moi, j'ai décidé d'écrire ce livre, parce que, bon, ayant été impliqué à un moment donné dans le projet de la bourse des matières premières agricoles de la Côte d'Ivoire qui est en cours, je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas de livre, en fait, qui permettait d'expliquer, disons même le BABA, de A à Z, par exemple, une bourse des matières premières agricoles, comment la structure, comment l'architecture devrait être faite, les instruments qui devraient être transigés, mais pour que, en fait, monsieur, madame, tout le monde puisse comprendre, en fait, comment cette bourse-là devrait être structurée. Puis aussi, pour que les spécialistes aussi puissent comprendre aussi. Donc, j'ai décidé, en fait, là, d'écrire ce livre-là qui permet, en fait, de dire, bon, un pays comme la Côte d'Ivoire, pour mettre en place une bourse, voilà comment est-ce que l'architecture typique d'une bourse devrait se faire. Donc, quand on regarde les bourses à travers le monde, et d'ailleurs, dans le livre aussi, on regarde les bourses à travers le monde, donc on fait un survol des différentes bourses à travers le monde, leurs spécificités, leur structure organisationnelle dans le livre. Donc, ça montre l'architecture typique. Principalement dans l'architecture typique d'une bourse, vous avez ce qu'on appelle la plateforme de négociation. À côté de la plateforme de négociation, donc c'est là en fait qu'il y a la confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente. À côté de cela, mais une fois que la transaction en fait là, on dit bon, vous voulez vendre, mais il y a quelqu'un qui veut acheter. Une fois que la bourse confirme cela, mais après derrière, il faut que les compensations se fassent. Donc il faudrait que l'acheteur puisse aller prendre sa marchandise. Il faudrait que le vendeur puisse entrer en possession de son argent. Donc, il y a ce qu'on appelle la chambre de compensation de la bourse, qui est un peu comme la banque quelque part, qui s'assure que ces différents mécanismes se passent de façon vraiment, comme on le dirait en anglais, smooth. Et à côté de cela, mais vous avez le système de réception et d'entreposage, qui sont les entrepôts. Mais celui qui achète, il faudrait bien qu'il aille prendre sa marchandise dans un entrepôt. Donc il y a le système de l'entreposage aussi qui est là. Et au-dessus de cela, mais vous avez le régulateur qui doit réguler tous ces différents acteurs. Parce que très souvent, ça va être des acteurs privés. Et donc le régulateur s'assure en fait que les mécanismes du marché fonctionnent bien. Et s'assure que les sanctions sont prises contre les intervenants de ce marché-là. Donc, vraiment, voilà comment est-ce que l'acheteur... Donc, il faudrait s'assurer, en fait, là, de bien concevoir l'architecture, parce que quand on parle de la bourse, même si on l'a fait en Côte d'Ivoire ici, mais on ne parle pas d'une bourse pour des Ivoiriens seulement. On a des acheteurs internationaux qui vont venir dans cette bourse-là. Tout à fait. Et donc, pour attirer ces acheteurs internationaux, mais il faudrait que les normes qu'on met en place, donc la structure de gouvernance, la structure de fonctionnement, et puis même la technologie aussi qui est en place, mais respecte ces normes-là pour les rassurer. Et donc, il faudra avoir la bonne architecture qui est vraiment conforme aux différentes normes internationales, comme ce qu'on voit un peu partout, à travers les différents continents en Asie, en Amérique, en Europe aussi. Donc ça, c'est important. Donc la structure organisationnelle est très importante. L'architecture, comment la concevoir. Le deuxième élément, en fait, là, que je dirais, c'est vraiment la structure même aussi de gouvernance aussi. Donc il faudrait que la gouvernance, parce que c'est important, parce que celui qui vient acheter, mais il se fie en fait là au régulateur pour s'assurer que en fait là la régulation est bien faite si jamais il y a un problème. Et aussi se fie aussi à la bourse aussi. La même chose aussi pour le vendeur. Le vendeur aussi se fie en fait à tout le mécanisme qui est là. Donc, il faut que le système soit bien gouverné. Il faut que le système soit bien gouverné et vraiment en fait là, et très souvent, bon, dans ces bourses, très souvent la gouvernance va être faite par l'État. Okay. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est de bien s'assurer en fait là de faire les bons choix au niveau des premiers produits qui vont faire l'objet des transactions sur cette bourse-là. Ah, d'accord. Par exemple, pour le cas de la Côte d'Ivoire, oui. Quels sont les produits qui pourraient faire partie de la bourse des matières premières agricoles? Bon, ce n'est pas un secret pour les Chinois. Je pense que pour la bourse des matières premières agricoles, ça a été longuement écrit en fait là dans les médias. Les 3 produits qui sont, en tout cas, été présélectionnés pour faire partie de cette bourse-là dès le début, c'est la noix de cajou, il y a la cola et puis il y a le maïs. Ah, donc 3 produits agricoles. La noix de cajou, la cola et le maïs. Et le maïs.
Maintenant, ces produits-là sont choisis sur quelle base de façon générale? En général, il faut s'assurer qu'il y a un volume suffisant pour des transactions. Donc, il faudrait qu'il y ait un volume suffisant. Il y a un minimum aussi d'organisation à avoir au niveau de ces filières. Donc, quand on veut mettre en place ce genre de bourse et puis les produits qui doivent faire l'objet de transactions, mais il faudrait qu'en réalité, avec les différentes filières, on s'assure en fait du travail avec les filières pour avoir une meilleure organisation des producteurs, de les organiser en coopérative éventuellement. Donc, ça, c'est important. Donc, les produits qui vont être choisis pour être transigés au début, les choix, c'est important. Pour assurer en fait un certain volume en fait là de transactions. Et donc, parce que qui dit bourse aussi pas de ce qu'on appelle dans le jargon la liquidité. Et la liquidité, ça fait référence en fait au volume qui peut être transigé. Donc, l'autre élément aussi, mais comme je le dis dans le livre, peut-être c'est mieux de commencer par exemple là par un marché au comptant. Le marché au comptant, qu'est-ce que c'est? Vous avez le producteur qui vient tout de suite pour vendre sa production et vous avez un acheteur qui veut l'acheter tout de suite. Donc, comme ce qui se fait présentement en fait là sur le marché. Donc ça, on appelle ça le marché au comptant. Donc, c'est bien de commencer par cette étape, déjà pour roder en fait là les différents acteurs, que les gens comprennent mieux le fonctionnement de cette bourse. Et une fois que le rodage est fait, peut-être 1 an, 2 ans, on peut penser à introduire d'autres types d'instruments, comme par exemple les contrats à terme, qui apportent une grande valeur ajoutée à ces bourses-là. Les contrats à terme, qu'est-ce que c'est? Vous êtes un producteur. Votre production va venir, par exemple, là, vous allez produire probablement, disons, en octobre. Et comme il y a toute l'incertitude qu'en octobre, il y ait des changements de prix en fait dans toutes les directions, mais dès aujourd'hui, vous pouvez venir à la bourse pour vous engager de vendre cette production qui vient en octobre, mais à un prix qu'on décide dès maintenant. Donc l'acheteur aussi, bien évidemment le transformateur, par exemple de noix de cajou, si je prends une petite usine de transformation en Côte d'Ivoire qui transforme la noix de cajou, n'aimerait pas voir aussi le prix aller dans tous les sens aussi en octobre. Donc probablement que cet acheteur aussi a tout intérêt aussi à venir déjà sur le marché aujourd'hui pour s'assurer d'avoir la quantité pour octobre, mais un prix déjà qui est déterminé aujourd'hui. Ça lui permet de faire des projections, de planifier aussi toute sa production future au niveau en fait là de la transformation. Donc là voilà des types d'instruments aussi qui peuvent être introduits dans une seconde phase. Mais là ça paraît un peu plus sophistiqué, professeur. Oui, ça paraît un peu plus sophistiqué. Justement, j'allais en arriver à l'autre point. Et je pense que aussi au début de ces genre de bourse-là, le côté sensibilisation et formation est capital. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que quand on commence le processus, c'est de s'assurer que tous les acteurs de l'écosystème, on puisse faire des campagnes de sensibilisation, les campagnes de formation pour leur expliquer comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'une bourse fonctionne, quels sont les différents acteurs et qu'est-ce que ça peut apporter à chacun d'entre eux. Et donc, en faisant cette campagne en fait, de sensibilisation et de formation, mais ça permet à tous les acteurs, c'est-à-dire aux paysans, ça permet aux transformateurs, à l'exportateur, aux banques aussi, aux assureurs aussi, de comprendre exactement en fait, là, comment cette bourse doit fonctionner. Et donc, en faisant cette campagne de sensibilisation et de formation, mais je pense que la sophistication dont on parle, mais les gens peuvent l'intégrer beaucoup plus dans leurs habitudes. D'accord. Professeur, je comprends, et pour la Côte d'Ivoire qui a fait le choix de la noix de cajou, et du maïs et de la noix de cola. Pourquoi la noix de cola? Je veux dire, je suis un peu curieux. Est-ce que c'est une spéculation agricole qui tient? Mais écoutez, pour avoir vu un peu, en tout cas, les données un peu là-dessus, oui, j'étais moi-même surpris parce que ce n'est pas un domaine que je connaissais très très bien, en fait, là, la noix de cola particulièrement. Non, c'est un domaine qui tient parce que si vous regardez, c'est un produit où il y a beaucoup d'exportation là-dedans, donc il est beaucoup exporté vers d'autres pays de la sous-région, par exemple, mais il y a beaucoup de volume. Il y a du volume, en fait, là, oui, il y a du volume là-dedans aussi. Et déjà, la noix de cola, d'ailleurs, vous savez qu'il y a un marché de noix de cola qui existe à Niamey, là. Ceux qui sont dans le domaine vous le diront. Et puis, il y a beaucoup de transactions qui se passent, en fait, dans ce marché-là. Donc, ce qu'on fait... Dans la banlieue abidjanaise, dans la banlieue abidjanaise, il y a tout un espace de production. Mais je pense que dans la sous-région, il y a aussi le Nigeria qui achète beaucoup. Il y a le Nigeria qui achète beaucoup. Donc, quand vous parlez, en fait, là, dans le cadre du projet, en tout cas, Dieu merci, j'ai eu la chance, en tout cas, d'être impliqué à un moment donné dans ce projet. Et j'ai eu la chance aussi de parler aussi aux différents acteurs du secteur aussi. Et donc, quand vous regardez, en fait, là, je parle du marché d'Anyama, par exemple. Mais quand on parle d'une bourse, en fait, là, c'est de reproduire, en fait, ce que les gens font, en réalité. Et de façon beaucoup mieux organisée. C'est un peu ça, en fait, en réalité. Donc, il y a un marché de la cola qui est très bien, déjà, qui se fait très bien à Niamey, avec des volumes, en fait, colossaux. Mais comment est-ce qu'on peut transposer ça dans une plateforme, en fait, beaucoup mieux organisée, sous une supervision beaucoup plus élaborée, et pour avoir beaucoup plus d'acteurs aussi qui interviennent sur ce marché. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, excusez-moi de vous interrompre, pour nos téléspectateurs, pour mieux comprendre. Prenons le cas du marché d'Anyama, de la cola. Alors, leurs producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur production, ils se rendent au Nigeria, ils vendent, ils prennent leur argent en liquidité, ils reviennent en Côte d'Ivoire. C'est comme ça marchait?
Mais vous savez, il y a des cas comme ça où ça marche. Donc, les producteurs, en fait, là, il y en a qui vont au Nigeria pour aller les vendre. Et je me rappelle dans le projet, par exemple, il y en a qui nous racontaient que quand ils allaient au Nigeria pour le vendre, mais effectivement, ils avaient de la liquidité, en fait, soit la liquidité, il fallait se débrouiller pour le mettre dans une banque à côté, soit au Bénin ou autre, ou bien carrément la liquidité, en fait, il fallait se déplacer avec. Et là, qu'est-ce que la bourse peut apporter dans cet écosystème de la cola, par exemple? Mais je vais même aller un peu plus loin, parce que ce n'est pas seulement le problème de la liquidité, seulement il y a le problème de la qualité. Vous savez, dans la qualité, par exemple, l'acheteur peut vous demander, par exemple, d'avoir une certaine quantité. Vous vous mettez d'accord et quand vous arrivez sur place, il vous dit, ah mais non, la qualité que je voulais n'est pas au rendez-vous, donc je ne suis pas prêt à payer le prix qu'on a convenu. Donc ça, c'est des inconvénients en fait que le vendeur ou l'acheteur en fait peuvent subir quelque part. Donc l'avantage de la bourse, d'abord côté en fait argent, mais l'argent ne va plus aller dans des mains comme ces grosses quantités d'argent, ça va passer par le système bancaire, donc par le système de paiement. Et donc ça déjà, ça assure cette sécurité. Maintenant, au niveau de la qualité, mais le problème ne se pose plus parce que moi, quand je viens l'acheter, c'est la bourse qui se pose comme intermédiaire directement. Et donc, comme la production doit aller au travers du système de récépissé d'entreposage, donc des entrepôts qui sont certifiés et qui m'ont donné le récépissé, ces récépissés sont garants en fait de la qualité. Donc, ce problème de qualité ne se pose plus à ce niveau-là, en fait, pour l'acheteur, par exemple. Donc, je pense que ça vient quand même régler, en fait, là, ces problématiques-là, ces inconvénients auxquels les uns et les autres, en fait, sont exposés. Et d'ailleurs, vous savez, je vais vous raconter juste une anecdote. Dans le cas, par exemple, de la noix de cajou, je pense qu'il y a quelqu'un qui nous racontait, par exemple, que souvent, ils exportent par exemple vers soit le Vietnam ou bien vers l'Inde. Et donc le bateau peut être en pleine mer avec la production que l'autre partie par exemple a commandée. Et puis après, l'autre partie peut dire que ce n'est pas la qualité qu'elle voulait. Mais vous avez déjà envoyé, est-ce que vous pouvez ramener votre bateau avec tous les frais que ça implique? Donc vous voyez déjà en fait là ces complications. Et donc en termes du paiement aussi, donc il faudrait que l'autre partie s'engage à vous payer exactement le montant que vous avez convenu. Donc ça devient quand même quelque chose qui peut être compliqué en fait là, alors qu'avec une bourse, mais vous n'avez plus besoin de vous soucier de cela. Parce que c'est la bourse qui s'assure que en fait l'acheteur transfère l'argent dans son compte et le vendeur met l'argent dans l'entrepôt pour l'acheteur, qui n'a pas à se soucier en fait là dès que c'est affiché, mais pour l'acheteur, ça veut dire que la marchandise est déjà dans l'entrepôt. Donc vous voyez en fait que ça aide quand même énormément à ce niveau-là. D'accord. Alors, professeur, comment amener les acteurs actuels à participer à ce marché? D'accord. Tout à l'heure, vous parlez de sensibilisation, d'information. Y a-t-il d'autres choses? Oui, c'est ça. Bon, au-delà de la sensibilisation, de la formation, mais j'insiste là-dessus parce que, bon, étant moi-même dans le domaine de la formation, étant un enseignant, je sais que le pouvoir même de la formation, c'est très important, que les gens comprennent les choses. Mais il y a l'autre élément aussi, il y a les coûts. Parce que comment est-ce que j'amène un paysan actuel qui déjà fonctionne d'une certaine façon à la bourse, mais il faudrait bien que les coûts de fonctionnement de tout ça soient beaucoup moins et qu'il ait une valeur ajoutée beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'il viendrait? Le producteur, c'est un opérateur économique, hein, n'oublions pas. Voilà, donc la même chose pour l'acheteur. Il connaît ses intérêts. Exactement. Ah non, il connaît ses intérêts, mais je vais vous surprendre. Parce que vous savez, quand on a commencé au projet, quand je parle de la formation, quand les gens venaient à la formation, on avait des intellectuels, des banquiers, les producteurs. Je vous dis, quand on avait des banquiers, quand on avait, enfin nous les intellectuels, les cols bleus, ils étaient tous inquiets pour les producteurs. Ah mais ça doit être trop compliqué. Est-ce que les paysans peuvent comprendre? Les gens qui comprenaient le plus quand ils sont venus, parce que je donnais ces formations-là, c'était les producteurs. Tout de suite, quand vous commencez à leur faire la formation, ils commencent à vous faire les calculs, ils comprennent très bien tout de suite où se trouvent leurs intérêts. Donc, je pense souvent on a tendance à sous-estimer un peu ces aspects-là parce que bon, on pense que c'est des gens qui ne sont pas forcément là à l'école et ainsi de suite. Mais je pense qu'on se trompe, c'est comme le cellulaire où on pense que les gens qui sont arrivés là ne doivent pas pouvoir utiliser le cellulaire, mais ce n'est pas vrai. Ils utilisent tous les cellulaires et autres. Donc, il y a cet aspect-là. Mais comme je le dis, l'aspect coût qui est très très important. Donc, pour les acteurs qui sont là actuels, pour pouvoir les inciter à venir plus à la bourse, il faudrait qu'ils voient la valeur ajoutée pour eux. Donc, pour la valeur ajoutée, mais en termes monétaires, il faudrait qu'ils voient que quand ils viennent vendre leur production sur ce marché, mais sans voir une valeur ajoutée, ça plus. Je pense que l'autre élément aussi que ça peut apporter à l'économie, c'est la qualité. Parce que quand les producteurs vont voir qu'au niveau de la bourse, parce que la bourse, en fait, les qualités qui sont vendues sont connues. Et ces qualités-là sont choisies en fonction des intérêts, en fait, des acheteurs aussi. Et donc, quand les producteurs vont voir que mais, si je viens avec une qualité supérieure, je suis capable d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus élevée, et c'est ce qui intéresse beaucoup plus les acheteurs, mais ça va amener en fait là les producteurs même à cultiver beaucoup plus cette qualité en fait dans les champs. Et ça ne fera qu'augmenter les valeurs de ces productions-là. Donc voilà quelques éléments quand même qui permettent de voir un peu la valeur ajoutée que ça peut apporter sur le marché. Et aussi, il faudrait inciter en fait là beaucoup d'acteurs à interagir sur ce marché. Et c'est important parce que pour qu'une bourse fonctionne bien, il faut beaucoup d'acheteurs, il faut beaucoup de vendeurs. Donc, il faudrait que la bourse aussi, et ce qui est intéressant est ça. Parce que là, c'est ça, est-ce que la bourse sera liquide?
Oui, mais c'est un peu ça le rôle d'une bourse aussi. Parce que n'oubliez pas, la bourse, c'est du privé éventuellement qui vient la gérer. Et vous avez des gens qui sont payés à diriger cette bourse. Il faut bien qu'ils fassent leur travail aussi. Donc, ils vont prendre leur bâton de pèlerin, essayer de faire vraiment énormément de campagnes autour de cette bourse pour expliquer les bénéfices que cette bourse envoie, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Si vous prenez par exemple la noix de cajou, c'est un bon exemple. Quand vous sortez de la Côte d'Ivoire, que vous allez en Europe ou même aux États-Unis, quand vous parlez de noix de cajou, automatiquement la référence qui vient à la tête des gens, c'est pas la Côte d'Ivoire, hein, c'est le Vietnam, c'est l'Inde. Quoique la Côte d'Ivoire soit le premier producteur mondial. Exactement. Mais bon, tout de suite, on pense. On pense à ces pays. Ça veut dire en réalité qu'on a un déficit en fait de communication par rapport à ce qu'on fait. Et donc cette bourse en fait là, ça va être même un élément aussi de promotion aussi en fait là, parce que quand les gens vont voir en fait qu'il y a une bourse en Côte d'Ivoire, les gens se posent la question, mais cette bourse qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, on va leur expliquer il y a telle production. Les gens vont se poser, mais pourquoi telle production est là? Comme par exemple, il y a des bourses qui sont spécialisées dans un certain nombre de produits. Il y a certaines bourses, quand je vous dis par exemple là, la bourse en fait là, du cacao de Londres. Tout de suite, c'est une bourse spécialisée vraiment dans les transactions de cacao. Il y a London Metal Exchange. Tout ce qui est métaux, par exemple, là, c'est transigé là-bas. Donc, c'est des bourses de référence. Il y a la Shanghai aussi, Future Exchange aussi, en fait. Donc, il y a, par exemple, là, des bourses, par exemple, qui, au niveau du fret, par exemple, ou bien de l'huile de palme, par exemple. Donc, ou bien des lévias, par exemple, qu'on connaît. Donc, vous voyez, il y a des bourses qui sont spécialisées, qu'on connaît comme des bourses de Singapour, dans ce domaine des lévias, par exemple. Donc, des bourses qui sont spécialisées. Et dès que vous parlez, en fait, là, de ces bourses-là, les gens savent. On fait référence à un pays. Alors, donc, du coup, on s'est dit que si la bourse de matières premières de la Côte d'Ivoire est bien formalisée, quand on parlera d'Anacad, on dit, bon, allez-y à la bourse des matières premières d'Abidjan. Mais alors, il y a une question qui me passe à l'esprit. Trois grandes spéculations agricoles, l'Anacad, la cola et puis le maïs. Mais pourquoi pas le cacao? Oui, ça c'est une très bonne question en fait. D'ailleurs, c'est une question tout à fait légitime. Mais vous voyez, le cacao, il y a déjà des places mondialement connues pour le cacao. La bourse de Londres, la bourse de New York sont reconnues. Donc n'importe qui en fait dans ce domaine-là, quand vous leur parlez, ils savent que la bourse de Londres et la bourse en fait là de New York sont des référents dans ce domaine-là. Et donc c'est difficile en fait là pour une bourse naissante comme celle de la Côte d'Ivoire de pouvoir en fait rivaliser avec ces bourses-là au début. Moi je pense qu'il faut commencer étape par étape et aller dans des choses pour lesquelles on peut se différencier au départ. Donc la noix de cajou présentement où il n'y a pas de bourse connu mondialement pour cela, et la Côte d'Ivoire étant un premier producteur mondial de cela, mais je pense que le pays peut se positionner là-dedans pour devenir une référence en fait pour ce produit. La cola aussi, il n'y a pas de bourse connue pour la noix de cola, alors que la Côte d'Ivoire, je pense, est le premier producteur mondial aussi même de noix de cola. Donc ça, le pays peut se positionner aussi dans ce domaine aussi. Donc je pense que c'est important de se positionner déjà sur ces éléments-là, pour lesquels en fait nous sommes des grands producteurs, mais c'est bon aussi que peut-être les transactions viennent se dérouler sur notre sol, pourquoi pas? Ouais, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut s'enfermer sur nous-mêmes, non pas du tout, loin de là. Ça veut dire que c'est une bourse mondiale où n'importe qui, moi par exemple je vis au Canada, si je veux faire une transaction sur cette bourse, je peux passer par un courtier local ici pour pouvoir passer une commande, comme par exemple quelqu'un ici pourra vendre sa production, mais ça peut être acheté par quelqu'un de l'extérieur. Et c'est là qu'on va créer aussi du volume aussi, parce qu'on va pouvoir attirer des acteurs un peu d'ailleurs aussi. D'accord, professeur, quand on dit bourse, tout de suite je pense à spéculation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Spéculation bon, quand on regarde les critiques ou bien les non-sachants et tout, il y a cette crainte qu'il y ait une spéculation qu'on n'arrive plus à maîtriser. Ouais. Alors, quels sont les garde-fous pour une bourse de matières premières agricoles? Non, c'est sûr que en fait là dans des bourses il y a toujours en fait ces concepts de spéculation, mais moi je vous dirais même dans la réalité qu'on connaît actuellement il y a de la spéculation, hein? Donc ça veut dire que même actuellement sans bourse il y a de la spéculation qui se passe actuellement sur nos marchés. Il suffit de regarder un peu les fonctionnements de ces différentes productions et autres et puis demander un peu aux acteurs là-dedans, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de pratiques qui se passent un peu sur le terrain. Mais ce que je pense en fait qui est intéressant en fait avec les bourses, c'est le fait qu'on a la transparence du marché au niveau du marché et puis on a cette transparence où tout le monde voit ce qui se passe. Et d'ailleurs, ceux qui veulent, c'est de manipuler en fait là le marché. Mais on peut les retracer si vous avez une bourse. Mais quand vous n'avez pas une bourse structurée, avec des données bien structurées, comment est-ce que vous faites pour les retracer? Et bon, souvent, je sais que dès qu'il y a un problème dans le domaine de la finance, on a tendance à accuser les bourses. Mais si vous regardez beaucoup de crises, en fait, là, ces dernières années, ce n'est pas à travers les bourses. D'ailleurs, si on avait ces transactions au travers des bourses, probablement qu'on aurait moins de problèmes par rapport à ce qu'on a connu, par exemple. Donc, c'est souvent, en fait, là, bon, c'est l'idée, en fait, là, cliché qui vient tout de suite et autres. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de la régulation, une bonne régulation, en fait, là, de cette bourse-là. Et puis, les bourses, ce sont quand même ont développé beaucoup de mécanismes quand même pour éviter les différents abus en fait là, sur les plateformes boursières, de plus en plus là. Donc les bourses ont beaucoup de mécanismes pour les éviter. Mais bien évidemment, celui qui veut venir,
qui veut venir acheter une production avec un certain prix donné, vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. D'ailleurs, il peut le faire actuellement aussi. Donc, c'est ça, en fait, aussi le marché, en réalité. Moi, si je vais acheter moins cher, mais vous ne pouvez pas me l'empêcher de le faire. Mais au moins, avec une bourse, on a la transparence. Vous pouvez vous l'acheter moins cher. Moi, je peux vous l'acheter plus cher. Et là, les confrontations des ordres de la demande. Donc, je pense que ça donne beaucoup plus de levier aux producteurs, aux paysans. Et d'ailleurs, on peut utiliser la technologie aussi pour diffuser un peu plus d'informations. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde utilise les cellulaires, même si vous allez dans les zones reculées, par exemple, de notre pays. Mais ça n'empêche pas la bourse, par exemple, d'avoir cette cote-là qui peut défiler sur les cellulaires où les gens peuvent le consulter à tout moment donné. Donc, du coup, vous avez le produit. Je pense que ça va même bénéficier aussi à aux producteurs qui ne viennent même pas directement à la bourse. Parce que le prix de la bourse peut devenir comme une référence pour ce producteur qui doit vendre à quelqu'un qui va le voir directement. Ils peuvent visiter la bourse pour dire, ah voilà le prix qui est fixé à Abidjan au niveau de la bourse, donc tu vas acheter ma production, même si je fais une réduction, mais voilà le prix auquel je peux vendre. Parce que là, il peut confronter aussi l'acheteur par rapport à ça. Donc ça, je pense que ça peut aider en fait là à apporter une valeur ajoutée en ce sens-là. Ok, merci professeur. Notre entretien tire à sa fin. Quel conseil pouvez-vous donner aux autorités ivoiriennes pour la mise en place de cette bourse, pour terminer, et surtout aux acteurs de l'écosystème agricole? C'est une bonne chose, il faut y aller. Mais moi, je pense que, regardez un peu la plupart des économies développées. Hein. Vous regardez les différentes économies qui sont développées, vous allez voir que dans leur écosystème, vous avez des bourses de valeurs mobilières, vous avez des bourses de matières premières. En tout cas, cet instrument existe aussi avec les autres outils en fait, là, de financement du secteur agricole. Et la Côte d'Ivoire arrive à un stade de son développement. Il suffit de voir comment est-ce que ce pays, en tout cas au niveau du développement de la Côte d'Ivoire, où cet outil-là, on peut l'explorer. Maintenant, je pense que pour les autorités, c'est de penser, comme je l'ai dit, à la sensibilisation, à la formation et aussi à l'organisation vraiment des différents acteurs. Donc ça, je pense que c'est très très important. Donc l'organisation des différents acteurs, surtout des producteurs, pour pouvoir s'assurer en fait là de leur pleine participation et que ces producteurs-là tirent vraiment le plein bénéfice en fait là de leur production ici. Merci. Merci professeur Issouf Soumaré. Chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Nous parlions des enjeux de la création d'une bourse de matières premières ici en Côte d'Ivoire. Nous étions avec le professeur Issouf Soumaré. Il est professeur à l'Université Laval au Canada, président fondateur de l'Institut Soumaré ici à Abidjan et de l'Institut Soumaré de la Finance. Merci de nous avoir suivis. Vos programmes se poursuivent sur la chaîne Utile.